Je m'appelle Jean-Hugues Decaux, je suis cynographe, c'est-à-dire spécialiste de l'histoire naturelle du chien. Et je vais vous parler aujourd'hui pas de n'importe quel chien, c'est-à-dire je vais vous parler du chien berger. Pourquoi le chien berger? C'est parce qu'en fait c'est le fleuron du chien. À la préhistoire, on avait d'abord, surtout avec les chasseurs-cueilleurs, des chiens de chasse, mais après, en 7000 avant Jésus-Christ, on a les agriculteurs et les éleveurs qui fabriquent, qui créent le chien de berger. Le chien de berger, pour quoi faire? Eh bien, pour rassembler le troupeau, pour garder la ferme, pour la défense et aussi pour la compagnie. Donc, l'utilisation est très complète et c'est là qu'on a une évolution du binôme choc homme-chien qui est à 100%. C'est-à-dire le chien, au lieu d'être parqué dans des chenils, comme les chiens de chasse, là, il a le droit d'être dans la maison et d'être avec ses propriétaires pour partager le couchage. Alors, le premier chien de berger, le proto-chien de la préhistoire, c'est ce qu'on appelle le chien de meilleure souche, c'est-à-dire, en latin, le Canis familiaris matris optimae. Meilleure souche, parce qu'il a une meilleure origine. Donc, on va utiliser les qualités sensorielles et physiques du chien. Alors, les qualités sensorielles, donc l'odorat, la vue et l'ouïe. Ensuite, les qualités physiques, c'est-à-dire la possibilité de rattraper un troupeau, donc au galop. Donc c'est un chien qui est beaucoup plus rapide qu'un chien molosse. On va utiliser son mordant, et ça on le retrouve dans la très haute antiquité chez les Babyloniens pour garder les esclaves. Je vais vous parler du commensalisme. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le principe de domestication qui s'est fait grâce au relief de repas. Commensalisme, commensal, ça veut dire la table. Grâce au relief de repas, l'homme a pu domestiquer pleinement le chien de berger. Ce qui n'était pas le cas avec le chien de chasse des chasseurs-cueilleurs. Je vous ai parlé du commensalisme. Maintenant, je vais vous parler de la déification du chien. C'est-à-dire, dans la haute antiquité, le chien prend une place tellement importante qu'il prend la place d'un dieu. Notamment avec les Chichimèques, avec Xoloït, avec l'Égypte, donc Anubis, on a Khentamantiut et on a Upuaout aussi. On l'a aussi chez les Grecs avec Hermanubis. C'est une reprise d'Anubis chez les Égyptiens. Voilà. Donc voilà pour la déification. Ça prouve que le chien prend une place très importante dans l'Antiquité. Ensuite, on a le pacte d'alliance qui se crée avec l'homme et le chien. Et c'est un pacte d'alliance tellement fort qu'on va jusqu'à enterrer les chiens auprès des humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne meurt, on n'hésite pas à sacrifier le chien pour l'enterrer à côté de lui. On a retrouvé sur des sites de la préhistoire de nombreux chiens enterrés auprès d'enfants ou de personnes. Le chien de berger, lui, en fait partie, puisqu'il est dans la fusion entre l'homme et lui. On a des femmes de tribu qui allaitent les chiens, qui allaitent des chiots pour les faire grandir. C'est une sorte de rétribution à la nature pour ce qui concerne les chiens sauvages, et c'est pour aider les chiots en cas où la mère meurt après, par exemple, une mise bas. Donc voilà une photo du Canis familiaris matris optimae, qui est représenté sur une fresque préhistorique. Alors c'est une reproduction, donc on voit bien déjà
le port d'oreille droite, le fouet enroulé, les grands membres. Donc là, on a la trinité canine. Donc on a Anubis, Upuaut, Kentamantiut. Les trois forment la trinité canine égyptienne. Donc on a trois chiens de berger. Ce ne sont pas des chacals. Que Anubis est représenté sous un chacal, mais là on a la trinité, donc ce sont des chiens bergers qui tirent la barque du soleil pour aller dans l'au-delà. Là, on a une statue d'un Babylonien. On est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le Babylonien, il a à ses côtés un chien de berger. Donc on voit bien la fusion du binôme homme-chien, déjà représenté à l'époque. Là, ici, on a un chien représenté sur une monnaie grecque. Des monnaies de Ségeste, qui se trouvent actuellement en Sicile. Et la Sicile, dans l'Antiquité, avant Jésus-Christ, faisait partie de la Grèce. On a représenté en fait un chien, c'est parce que une femme qui s'est échouée sur une île, qui s'appelait Ségesta, s'est mariée avec un dieu fleuve, Crinisos, qui lui s'est transformé en chien. Donc on est en mythologie, en pleine mythologie grecque. Donc on a plusieurs monnaies frappées de divers chiens différents à l'époque. Là, c'est une représentation, une reproduction d'une fresque étrusque du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est un chien de garde qui est en train de mordre un esclave qui voulait s'enfuir. Donc là, on parle des qualités de mordant du chien berger. Là, le chien de berger est aussi représenté sur des récipients grecs. Ces récipients étaient destinés à boire du vin. Donc le récipient que vous avez en photo, c'est un riton. Alors on avait différents chiens représentés sur les ritons. Donc là, une belle représentation d'un chien berger. La Chine ne met pas de côté aussi le chien berger. On a, lors de la dynastie des Han, au 2e siècle avant Jésus-Christ, on a beaucoup de chiens représentés sur des fresques et des poteries en terre cuite. Les chichimecs, donc là on est au Mexique. Le chien est représenté en forme de récipient. Ces chiens sont destinés à avoir un rôle votif qu'on enterre à côté des demeures mexicaines. Ici, on a la représentation d'un chien gaulois. En fait, c'est le chien du dieu gaulois de la foudre, qui est représenté sur un chaudron en argent. Donc voilà, on a un chien, on va dire berger entre guillemets, mais on peut considérer aussi comme un molosse. Ici, le chien berger est représenté sur une lampe à huile romaine, qui sont représentés en tractant un char. Alors c'est une représentation qui n'est pas réaliste forcément, mais là les chiens prennent le même rôle, on va dire, que les chevaux, que les biges. Les biges conduits par l'orige romain. Ici, on a une représentation d'époque romaine. Le chien berger est utilisé pour garder les villas. On voit, le chien est à la tâche pour garder la porte de la villa. Donc là, on a une mosaïque de Pompéi. Ici, une autre mosaïque romaine, c'est un chien qui a été utilisé pour garder les barrières de camp romains. Là, on est dans la période du Moyen-Âge, 14e siècle. Le chien a tellement d'importance qu'on le place sur les armoiries, sur les blasons des jouteurs médiévaux. Donc on a un aume avec un bouclier et une armoirie en forme de chien berger d'origine prusse. La même chose, armoirie prusse avec un chien de berger en haut du cimier. Là, ici, on a une représentation d'un chien berger muselé, qui était en fait le chien du maître de la chambre des comptes du roi Charles VI. Donc là, c'est une représentation que le maître des comptes a fait ordonner pour placer sur sa tombe, sur sa pierre tombale. Donc là, c'est une représentation à la peinture du bas de la pierre tombale. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du chien qui accompagne le défunt dans l'au-delà. Alors on retrouve ça dans le monde occidental au Moyen-Âge avec cette sorte de chien qu'on appelle le chien psychopompe qui est censé accompagner le défunt dans l'au-delà. Donc là, le chien psychopompe prend un peu le rôle d'un ange. Ici, on a la représentation du chien berger dans la constellation d'un codex tchèque du XIVe siècle. Ça représente Sirius avec le gros point rouge
sur la poitrine du chien. Alors Sirius, c'est l'étoile du grand chien. Et le gros point noir que vous avez à l'arrière du chien, ça représente l'éclipse lunaire. Donc le chien rentre dans la constellation de la période antique de l'Égypte, mais on le retrouve aussi au Moyen-Âge dans l'Europe. Ici, on a une représentation d'un dresseur de chiens, un Canem lanista, qui tient un bâton. Donc en fait, le dressage de l'époque se faisait surtout à l'aide d'un bâton. Donc là, une représentation du XIVe siècle qu'on retrouve dans le bestiaire de démonologie médiévale. Ici, le chien symbolise le chien gardien, mais pas n'importe lequel, parce qu'il s'agit du chien qui garde le Christ. Donc on retrouve dans des enluminures médiévales le chien qui garde le Christ, et qu'on retrouve après avec Saint Christophe, qui lui au départ avait une tête de chien. Là, on retrouve les prémices du chien d'aveugle, hein, avec un chien berger au Moyen-Âge qui accompagne un aveugle. Il faut savoir que l'origine du chien d'aveugle était en fait des chiens de mendiants. Là, ici, on a une représentation des chiens noirs et blancs, des chiens de berger de Saint-Dominique, qui en fait symbolisent des chiens chasseurs du diable. Donc en fait, là, le chien a une connotation d'accompagnateur du saint chez les chrétiens, qui chasse le loup, symbole du diable. Le chien de berger dans la maisonnée avec un chat, donc on a des représentations qui sont très fréquentes au Moyen-Âge avec le chien et le chat autour de la tablée du maître. Ici, on a une tapisserie du XVIe siècle qui représente le chien berger avec un poil mi-long. Là, le chien berger est aussi représenté, surtout dans la région du Panama, en forme de masque qui était utilisé pour les chamans. Donc les chamans se servaient de masques en forme d'animaux. Et là, donc, on voit entre autres un chien de berger pour les rituels chamaniques. Ces masques étaient détruits après le rituel. Donc on a un masque ici qui n'a jamais servi. Donc voilà notre chien de berger représenté pour la première fois au XVIIIe siècle en tant que chien de race. Alors, c'est pas la race du XIXe siècle, hein, c'est la race qui a été énumérée par Georges-Louis Leclerc au XVIIIe siècle. Hein. On est donc en 1750. Voilà le premier chien de berger qui a évolué ensuite et qui a été affiné par différents personnages de l'histoire, notamment ici le capitaine Max-Emil von Stephanis, qui est le créateur du berger allemand. Voilà, on retrouve une première expo à Francfort en 1926 des premiers bergers allemands. Et là, on a le fameux Rintintin qui a popularisé le berger allemand depuis 1918. D'où l'explication de nombreuses statuettes en forme de berger allemand qui ont été fabriquées par des artistes français dès le début du XXe siècle. Ici, un berger allemand pendant la guerre 14 qui a été volé dans un convoi allemand. Et ce chien a été récupéré par le champion du monde de boxe, Georges Carpentier, qui avait réadopté un de ses chiens. Ici, on a une variante, on va dire, de berger belge, puisqu'il s'agit du berger hollandais, qui était aussi utilisé pendant la guerre 14. Il faut savoir que le berger hollandais et le berger belge ont des origines germaniques. Donc, avant qu'ils ne soient affinés par leur créateur, en fait, c'était le même chien. Ici, on a un masque à gaz qui est fabriqué sur mesure pour le chien de berger. Donc, on reconnaît les oreilles droites pour placer les oreilles du chien pour qu'il soit confortable pendant les attaques de gaz. Après la guerre, la Grande Guerre, le chien est utilisé aussi pour tracter les invalides de guerre. Ici, on a un Malinois qui tracte un invalide. Alors là, je vais vous parler de la partie utilitaire, donc des chiens qui ont été travaillés par des artistes français dans l'utilisation de tous les jours. Alors ça part des tirelires, des flacons de parfum, des porte-couteaux, des coupes-papier, une pipe, un briquet, des bouchons de radiateur, des pommeaux de canne, des chiens pour encadrer des photos, des bougies, etc., etc. Ici, là, je vous montre un bouchon de radiateur de voiture. Voilà.
avec un berger belge. Un autre ustensile très ancien, un pommeau d'ombrelle. Avec le manche en acajou. Alors à la fin du 19e siècle, donc après la création du berger allemand en 1899, on a des artistes allemands qui fabriquent des porcelaines en berger allemand. Donc ici on a une collection de bergers allemands et donc on a ici par exemple une porcelaine allemande de Geifert Gotha, magnifique ouvrage. Le chien est aussi représenté dans des décorations de pendules, de meubles anciens, d'horloges. Donc là, on a toute une série de chiens. Là, ici, un chien en étain. Ici, on a toute une série de chiens sculptés en plâtre, en céramique, en bronze, qui étaient mis en exposition par la Société des artistes français lors des expositions animalières. Donc c'est surtout en 1900 qu'on retrouve ce genre de statuettes. Et donc on en a de tous métaux, de toute matière. Et là, je vais vous en montrer un bronze de Plagnier de 1930. En fait, celui-ci n'est pas courant parce que ça montre que c'est une chienne qui vient d'avoir des petits. Voilà. Donc un magnifique bronze de Plagnier. Donc là, 1930. Alors, autre objet intéressant fabriqué par les artistes, la médaille. Alors la médaille, c'est important parce qu'elle symbolise un fait, un concours, une exposition, une association, une société canine. Donc là, on a un échantillon de médailles, toujours avec le chien de berger allemand, vous voyez, comme quoi il était très très populaire. Ici, on a des médailles qui sont intéressantes. Ici, c'est des médailles de l'URSS, avec le berger allemand. Voilà. Alors, ils étaient très fans de coloriser leurs médailles. Ici, on a d'autres médailles d'exposition canine, notamment avec des bergers belges, des bergers allemands. Et de la partie à gauche, on a des insignes cynophiles militaires, assez anciens. Voilà, donc celui-ci, qui est très rare, en fait, c'est l'insigne des commandos cynophiles d'Indochine. Donc les maîtres chiens, pendant la guerre d'Indochine, à partir de 1951, ils portaient cet insigne au béret. Alors, autre œuvre du début 20e au milieu du 20e siècle, ce sont les tableaux de peinture. Le berger allemand est représenté par divers artistes. Donc sur des tableaux, ici on a un tableau fait sur du velours et ici un tableau fait sur une toile. Donc voilà, je vous montre une œuvre qui date des environs de 1960. Je vous ai parlé du fleuron des chiens, donc du chien berger. Maintenant, je vais vous parler du fleuron des chiens de berger, le meilleur des chiens de berger. Connu pour son utilisation dans toutes les administrations, aussi bien l'armée, la police, les douanes, la marine, l'armée de l'air, etc. Et aussi utilisé pour les activités canines sportives
comme le ring, le mondio-ring, le campagne, l'agility, l'obéissance, et aussi comme chien renifleur pour la recherche de cancer, la recherche de personnes, la recherche de parasites, etc. Et là, on a donc ce fameux chien qui est en fait le malinois. Alors le malinois, en fait, vient de quel chien? Il a fallu prendre en 1891 plusieurs chiens d'origine du sud de la Hollande, du nord de la Belgique, de la région d'Anvers et de la région des Malines, d'où le nom malinois, et aussi des chiens du plateau champenois. Donc avec tous ces chiens, ce sont deux grands illustres cynophiles qui ont défini un standard en 1892. Ces messieurs s'appelaient Monsieur Charles, qui était président du comité des amateurs de chiens belges, et Monsieur Adolphe Reul, qui était vétérinaire belge. Donc voilà, ici on a une statuette qui représente comment était le malinois dans ses premières années. Alors on voit que c'est un chien assez court sur pattes, très trapu et très fourni en poils. Donc voilà le malinois dans les débuts des années 1900. Ce bronze est particulier puisqu'il a été exposé à la Société des artistes français qui organisait régulièrement des salons. Et c'est monsieur Jean Jouard qui a sculpté ce bronze, qui nous a laissé ce témoignage qui nous démontre donc comment était le vrai malinois de l'époque. Il faut savoir que le chien que vous avez debout, qui est un mâle, il s'appelait Tom, et c'était le chien du sculpteur, qui lui avait fondé son école de sculpture à Lille, et la chienne que vous avez en bas s'appelait Riti. Donc là, on est vraiment dans les premiers chiens d'origine. Hein. Il faut savoir que le malinois a été inscrit au livre des origines de la Société de Saint-Hubert en 1901. Donc voilà, je vous ai parlé du chien berger. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine fois pour parler d'un autre type de chien. Merci et à bientôt.